Ne t'assieds pas avec nous pour le dîner. Ça le met mal à l'aise. Voilà ce qu'elle a lâché à propos de son ex tout en arrangeant ses cheveux devant le miroir. J'ai simplement répondu au d'accord et je suis resté à la maison. Mais au lieu de regarder la télé, j'ai emballé toutes mes affaires. Elle est rentrée après minuit dans un appartement vide, paniquée, et m'a appelé en hurlant. Je lui ai dit, détends-toi. Maintenant, il peut manger en paix, puis j'ai raccroché. Moi, Mathieu, 28 ans, j'étais avec Léa, 26 ans, depuis 2 ans. Nous vivions ensemble dans un petit étroit sympa dans le centre de Lyon. On partageait le loyer à parts égales et je pensais vraiment qu'on construisait quelque chose de solide. Ce vendredi soir-là, je me préparais pour ce que je pensais être un dîner décontracté avec notre bande d'amis. Léa terminait son maquillage dans le miroir de la salle de bain, passant une brosse dans ses cheveux, quand elle a dit ça. Ne t'assieds pas avec nous au resto. Ça le met mal à l'aise. Je me suis arrêté de boutonner ma chemise. Lui, c'était Hugo, son ex-petit ami qui, apparemment, avait réintégré notre cercle d'amis il y a 3 mois après être revenu s'installer en ville. J'ai regardé son reflet dans la glace. Tu es sérieuse? Elle a soupiré, ce genre de soupir que les gens poussent quand ils pensent que vous n'êtes pas raisonnable. C'est juste pour un dîner. Ne rends pas les choses bizarres. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Ce n'était pas de la colère, c'était plus calme. J'ai dit d'accord et je lui ai dit de bien s'amuser. Elle m'a embrassé sur la joue, a attrapé son sac à main et est partie. La porte de l'appartement s'est refermée avec un petit clic sec. Je suis resté planté là pendant peut-être 10 secondes. Puis j'ai commencé à faire mes cartons. 2 ans de vie commune, et il ne m'a fallu que 4 heures pour m'effacer de cet appartement. Chaque carton, chaque sac que je pouvais porter, mes vêtements dans le placard, mes livres sur l'étagère, la machine à café que j'avais achetée, la lampe de mon ancien studio, la photo encadrée de mes parents. Je n'ai rien laissé, à part des cintres vides et des traces de poussière là où se trouvaient mes meubles. À 23h47, j'ai verrouillé la porte pour la dernière fois, j'ai posé mes clés sur le plan de travail de la cuisine et j'ai conduit jusqu'à l'appartement de mon frère, à l'autre bout de la ville. Léa est rentrée juste après minuit. Je le sais parce que mon téléphone s'est mis à sonner. 17 appels d'affilée. Hugo n'était pas censé devenir une présence permanente. Quand Léa a mentionné pour la première fois qu'il était de retour en ville, c'était anodin. Oh, Hugo revient s'installer pour le boulot. Il viendra sûrement prendre un verre avec le groupe un de ces 4. Je n'y avais pas prêté attention. Ils étaient sortis ensemble pendant 6 mois, 2 ans avant notre rencontre. Elle décrivait toujours ça comme une amourette de jeunesse, courte et amicale. Pas de drame, pas de sentiments persistants, juste 2 personnes qui s'étaient rendues compte qu'elles n'étaient pas compatibles. Mais le café s'est transformé en sortie hebdomadaire. Les sorties hebdomadaires sont devenues des invitations à chaque événement de groupe. Les soirées jeux, les brunchs, les sorties ciné, et Léa s'assurait toujours que je sache qu'il venait. Hugo vient ce soir. Ça ne te dérange pas, demandait-elle, mais ce n'était pas vraiment une question. C'était une notification. Je disais oui à chaque fois parce que je ne voulais pas être le petit ami possessif ou peu sûr de lui. Je ne voulais pas plomber l'ambiance. Le premier signal d'alarme est apparu 6 semaines après le retour de Hugo. Nous étions dans un bar avec 8 amis, assis sur une longue banquette. Je m'étais assis à côté de Léa comme d'habitude. Hugo est arrivé en retard, a balayé la table du regard et ses yeux se sont posés sur la place vide en face d'elle. Il s'est assis, lui a souri et a dit, comme au bon vieux temps. Elle a ri, pas un rire poli, un vrai rire sincère. Il est regardé, attendant qu'elle dise quelque chose, qu'elle mette une distance, qu'elle reconnaisse ma présence. Elle ne l'a pas fait. Elle a continué à lui parler d'un resto où ils allaient souvent. J'en ai parlé plus tard dans la soirée. Tu ne trouves pas ça bizarre qu'il soit tout le temps là? Elle a froncé les sourcils. Pourquoi ce serait bizarre? On est tous amis. J'ai essayé d'expliquer la façon dont il la regardait, la façon dont son visage s'illuminait quand il entrait dans la pièce. Elle m'a coupé. Tu es paranoïaque. Entre Hugo et moi, c'est fini. On est juste amis maintenant. Tu dois me faire confiance. Je me suis excusé. Je lui ai dit qu'elle avait raison. J'ai enfoui mon malaise et j'ai essayé de passer à autre chose, mais le schéma s'est répété.
Lors d'un dîner d'anniversaire 2 semaines plus tard, Hugo s'est assis à côté d'elle. J'étais 3 places plus loin. Quand j'ai suggéré qu'on fasse du covoiturage pour un concert, elle m'a dit, Hugo a déjà proposé de m'emmener. On se retrouve là-bas. Lors d'une soirée en appartement, je les ai trouvés sur le balcon, discutant seuls pendant 30 minutes. Quand je les ai rejoints, la conversation s'est arrêtée net. Elle m'a dit qu'ils se racontaient juste les dernières nouvelles. J'ai demandé quoi. Elle m'a dit que ce n'était pas important. J'ai commencé à remarquer des petits détails. La façon dont elle regardait son téléphone plus souvent quand on était ensemble. La façon dont elle souriait à un message sans me dire de qui il venait. La façon dont elle citait les avis de Hugo sur des films, des restaurants, des conseils de carrière, comme si son opinion comptait plus que la mienne. Je me disais que je réagissais de manière excessive. Je me disais que c'était à ça que ressemblait une relation mature, on n'est pas jaloux, on ne pose pas d'exigences, on fait confiance. 3 mois après le retour de Hugo, j'ai réalisé que j'étais en train d'être effacé de sa vie de manière subtile mais délibérée. Ça a commencé avec nos rituels. Léa et moi avions une tradition le dimanche, petit déjeuner à la boulangerie du quartier, puis promenade au parc de la Tête d'Or. Rien d'extraordinaire, juste nous deux. Un dimanche, elle m'a envoyé un message à 9h, brunch avec tout le monde aujourd'hui. Hugo a suggéré un nouvel endroit. Retrouve-nous là-bas. J'ai demandé si on pouvait plutôt faire notre sortie habituelle. Elle a répondu, on peut faire ça n'importe quand. Là, c'est une sortie de groupe. Je suis allé au brunch. Hugo était encore assis en face d'elle. Ils ont passé la moitié du repas à se remémorer des voyages qu'ils avaient faits quand ils étaient ensemble. Un week-end à Bordeaux, un concert à Paris. Elle riait à des histoires que je n'avais jamais entendues. J'étais assis là, à découper mes œufs, me demandant à quel moment j'étais devenu une option facultative. La dynamique du groupe a changé aussi. Ce n'était plus seulement Léa et Hugo, c'était la façon dont tout le monde commençait à les traiter comme un binôme. Quand quelqu'un suggérait un plan, on disait « Est-ce que Léa vient ?» Et Hugo ? Comme s'ils allaient de pair. Une fois, quand je suis arrivé sans elle, quelqu'un a demandé « Où est Léa ?» Je croyais qu'elle et Hugo arrivaient ensemble. Je les ai corrigés, elle et moi vivons ensemble. Hugo est juste un ami. Ils ont hoché la tête, mais j'ai vu la confusion dans leurs yeux. Ils n'étaient plus sûrs de rien. J'ai essayé d'en reparler à Léa. Un soir, après une autre soirée de groupe où j'avais eu l'impression d'être un fantôme, je l'ai fait s'asseoir. J'ai l'impression que tu fais passer Hugo avant moi. Elle a pris un air fatigué. Pas encore ça. Tu manques de confiance en toi. J'ai le droit d'avoir des amis. J'ai répondu que ce n'était pas une question d'amitié, mais de respect. De la place qu'elle lui accordait en me demandant, moi, de m'effacer. Elle a secoué la tête. Tu interprètes des choses qui n'existent pas. Hugo et moi sommes juste à l'aise l'un avec l'autre. Ce n'est pas une menace pour toi. Je voulais la croire. Je voulais être ce partenaire qui ne laisse pas la jalousie gâcher une belle histoire. Alors, j'ai arrêté d'en parler. J'ai avalé mon amertume. Je me suis rendu à chaque événement, je me suis assis là où on me disait de m'asseoir, et j'ai souri à chaque blague privée dont je ne faisais pas partie. Je me suis convaincu que c'était temporaire, que Hugo finirait par se trouver une copine, ou qu'il déménagerait à nouveau, ou qu'il s'éloignerait. Je me disais que Léa se souviendrait que c'était moi qui étais là au quotidien. Mais elle ne l'a pas fait. Au contraire, elle a encore plus penché de son côté. Elle a commencé à demander conseil à Hugo sur des choses pour lesquelles elle me sollicitait avant, le stress au travail, des décisions pour l'appart, le choix de ses tenues pour des soirées. Un soir, elle essayait des robes pour un mariage, et je lui ai dit que la bleue lui allait à ravir. Elle a hoché la tête, puis a envoyé un SMS. Hugo dit que la noire est mieux, a-t-elle lâché avant de se changer. Je suis resté assis sur le bord du lit, sans rien dire. Ce vendredi a commencé comme n'importe quel autre jour. Je suis rentré du travail vers 18h. Léa était déjà dans la salle de bain en train de se maquiller. J'ai demandé à quelle heure on devait partir pour le dîner. Elle s'est interrompue, son eyeliner à la main, et a dit, à propos de ça. J'ai attendu. Elle ne me regardait pas. Elle gardait les yeux fixés sur le miroir. Hugo sera là ce soir, et je pense que ce serait mieux si tu ne t'asseyais pas avec nous.
Je suis resté sur le pas de la porte, ressassant la phrase dans ma tête, essayant de lui donner un autre sens. Quoi? Elle a soupiré, ce soupir condescendant. Il a encore du mal à s'adapter au groupe quand on est tous là, et ça le met mal à l'aise quand tu es juste à côté. Alors, peut-être assieds-toi à une autre table ce soir, ou reste ici, ce qui est le plus simple pour toi. Je l'ai fixée. Elle se brossait les cheveux maintenant, d'un air décontracté, comme si elle m'avait demandé d'acheter du lait. Tu me demandes de ne pas aller dîner avec nos amis parce que ton ex-petite amie est mal à l'aise? Elle a posé sa brosse et s'est tournée vers moi. C'est juste pour un dîner. Ne rends pas les choses bizarres. J'ai senti quelque chose basculer en moi. Pas de la rage, même pas de la douleur, juste une évidence. J'ai dit d'accord. Elle a soupiré, soulagée. Merci. Je savais que tu comprendrais. Elle m'a embrassé sur la joue, a pris son sac et est partie. J'ai entendu la porte d'entrée claquer. J'ai entendu sa voiture démarrer sur le parking. Je suis resté dans la salle de bain pendant 10 secondes, fixant le plan de travail où ses produits de maquillage étaient encore éparpillés. Puis, je suis allé dans la chambre et j'ai ouvert le placard. J'ai sorti les valises de sous le lit. 2 grandes, un sac de sport. J'ai commencé par les vêtements, chaque chemise, chaque jean, chaque veste que je possédais. J'ai vidé ma moitié de la commode. J'ai pris mes chaussures sur le meuble de l'entrée, mes ceintures, ma boîte à montres, mon sac de sport. J'ai circulé dans l'appartement comme si je suivais une liste précise. Mes livres sur l'étagère du salon. Mon ordinateur et mon chargeur. La machine à café que j'avais achetée quand on s'était installé. La lampe de mon ancien appart. La photo de mes parents sur la table de nuit. Je travaillais vite. Sans hésitation. Sans douter. J'ai porté les cartons jusqu'à ma voiture. 3 allers-retours dans les escaliers. J'ai laissé les meubles qu'on avait achetés ensemble, le canapé, la table à manger, le lit, mais j'ai pris tout ce qui m'appartenait. À 22h30, l'appartement semblait vide. Des cintres nus dans le placard, des étagères vides, des traces de poussière là où se trouvaient mes affaires. J'ai fait un dernier tour pour vérifier que je n'avais rien oublié. J'ai verrouillé la porte. J'ai laissé ma clé sur le plan de travail de la cuisine, à côté d'un torchon plié. Puis j'ai roulé jusqu'à chez mon frère. Mise à jour numéro 1. Mon frère Antoine a ouvert la porte à 23h15. Il a jeté un regard au carton dans mes bras et a dit « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Je lui ai dit que je lui expliquerai plus tard. Il m'a aidé à décharger la voiture. On a tout empilé dans sa chambre d'amis sans parler. Je me suis assis sur le bord du lit, fixant mon téléphone. Il était 23h47. Le dîner de Léa s'était probablement terminé il y a 1 heure. Elle devait être rentrée. À minuit 3, mon téléphone a vibré. Un SMS, tu es où? Je n'ai pas répondu. Un autre SMS, pourquoi l'appartement est dans cet état? Puis un autre, ce n'est pas drôle. Ensuite, les appels ont commencé. 1, 2, 3 d'affilée. Je les ai laissés sonner. Au 4e appel, Antoine est entré dans la pièce. Tu ne vas pas répondre? J'ai secoué la tête. Les appels continuaient. 5, 6, 7. Mon téléphone s'allumait comme une machine à sous. À l'appel numéro 10, Antoine a dit « Tu devrais peut-être juste lui dire que c'est fini ». À l'appel numéro 17, j'ai décroché. Elle respirait fort, presque en hyperventilation. « Où est-ce que tu es, bordel? Où sont toutes tes affaires? On s'est fait cambrioler ?» J'ai gardé une voix calme, monocorde. « Détends-toi. J'ai juste déménagé. » Silence. Puis, quoi? Comment ça, tu as déménagé? J'ai dit, tu voulais qu'il mange en paix. Maintenant, c'est possible. Tu as fait ton choix, j'ai fait le mien. Elle a commencé à parler très vite, paniquée. Attends, non, tu ne peux pas partir comme ça. On doit en parler. Reviens, s'il te plaît. J'ai dit qu'il n'y avait rien à ajouter. Tu m'as demandé de ne pas m'asseoir avec toi parce que ton ex était mal à l'aise. Alors je suis parti définitivement. Elle a essayé de m'interrompre. Je ne l'ai pas laissé faire.
Tu peux garder l'appartement. Je paierai ma part du loyer jusqu'à la fin du bail. Après ça, tu te débrouilleras. Elle pleurait maintenant, de gros sanglots bruyants. C'est de la folie. Tu réagis de façon excessive. C'était juste pour un dîner. J'ai répondu, ce n'était pas un seul dîner. C'était 3 mois où tu l'as fait passer avant moi. J'en ai marre d'être une option. Puis j'ai raccroché. Elle a rappelé. J'ai rejeté l'appel. Elle a envoyé des pavés par SMS pour me dire que j'étais dramatique, qu'elle ne pensait pas ça comme ça, qu'on pouvait s'arranger. Je ne les ai pas lus. J'ai éteint mon téléphone et je suis resté assis dans le noir, me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des mois. Antoine a frappé à la porte. Ça va? J'ai hoché la tête. Ouais, ça va. Il a dit, tu veux une bière? J'ai répondu, ouais, j'en veux bien une. Mise à jour numéro 2. Le samedi après-midi, le groupe WhatsApp avait explosé. 37 messages non lus. Je les ai parcourus en buvant un café à la table de la cuisine d'Antoine. Léa avait posté à 1h30 du matin, « Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui vient de se passer ?» Il est parti, il a déménagé complètement pour un simple dîner. 3 personnes avaient répondu avec des points d'interrogation. Une personne a demandé si j'allais bien. Hugo n'a rien dit. Puis Chloé, l'une des amies les plus neutres, m'a envoyé un message en privé, et Léa pète les plombs. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai donné la version courte, la demande pour le dîner, le schéma de priorité, le fait que j'en avais marre d'être traité comme un plan B. La réponse de Chloé est arrivée 5 minutes plus tard. Honnêtement, je me demandais quand tu allais finir par dire quelque chose. L'histoire avec Hugo est bizarre depuis un moment. J'ai demandé ce qu'elle voulait dire. Elle a répondu, ils agissent comme s'ils étaient encore ensemble et elle te traite comme si c'était toi l'ex. D'autres messages privés sont arrivés. Un autre ami, Julien, m'a dit, mec, je ne pensais pas que c'était à ce point. Je croyais que tu étais d'accord avec tout ça. Je lui ai dit que non, que je l'avais supporté pendant des mois. Il a ajouté, ouais, ça se tient. Hier au dîner, elle et Hugo sont restés l'un à côté de l'autre tout le temps. C'était gênant. J'ai demandé si quelqu'un d'autre l'avait remarqué. Il a dit, tout le monde l'a remarqué. On ne savait juste pas quoi dire. Le dimanche, le groupe s'était scindé en deux. La moitié du groupe a pris mon parti. L'autre moitié pensait que j'exagérais. Léa a posté un long message, « Je veux que vous sachiez tous que je n'ai jamais voulu blesser personne. Hugo est juste un ami. J'ai demandé une petite faveur et maintenant je suis puni pour ça. » Quelqu'un a répondu, « Tu as demandé à ton mec de ne pas venir à un dîner de groupe parce que ton ex était mal à l'aise. » Ce n'est pas une petite faveur. La dispute a dégénéré. Les gens ont choisi leur camp. Les accusations ont fusé. Hugo a fini par prendre la parole, « Je ne lui ai jamais demandé de faire ça. Elle a pris cette décision toute seule. » Ça a coupé court à toute discussion. Léa a tenté de faire marche arrière, il n'a pas demandé, mais je voyais bien qu'il n'était pas à l'aise. J'essayais juste de maintenir la paix. Chloé a rétorqué, en sacrifiant ton propre copain. Personne n'a répondu. Le fil de discussion est devenu silencieux après ça. Léa m'a envoyé des messages en privé. 53 messages en 2 jours. Des excuses, des justifications, des promesses de changement. Je comprends maintenant. J'ai eu tort. S'il te plaît, reviens. On peut arranger ça. Je n'ai pas répondu. Ni à elle, ni au groupe. J'ai mis le groupe en sourdine et j'ai avancé. Antoine m'a demandé si j'allais la bloquer. J'ai dit, pas encore. Je veux voir jusqu'où elle va aller. Mise à jour numéro 3. Le lundi soir, Léa a débarqué chez Antoine. Elle avait réussi à trouver l'adresse, probablement via un ami commun. Antoine a ouvert, l'a vue avec ses yeux rouges et une bouteille de vin, et lui a dit, il ne veut pas te voir. Elle a essayé de passer en force. J'ai juste besoin de 5 minutes. S'il te plaît. Antoine a bloqué le passage. Non, tu dois partir. J'entendais sa voix depuis la chambre d'amis. Ce ton suppliant, ce désespoir. Je suis resté où j'étais. Elle a crié, je sais que tu m'entends. S'il te plaît,
Laisse-moi juste t'expliquer. Antoine m'a regardé. J'ai secoué la tête. Il lui a dit de partir ou il appellerait la police. Elle est restée là encore une minute à pleurer sur le pas de la porte, puis elle est finalement partie. J'ai écouté sa voiture s'éloigner. Antoine est rentré. Ça va? J'ai dit, ouais, merci. Il a ajouté, elle ne va pas s'arrêter, hein. J'ai répondu, pas avant qu'elle comprenne que je suis sérieux. Les messages ont continué. Plus d'excuses, plus de promesses. Puis le ton a changé. Le mercredi, elle était en colère. Tu vas vraiment gâcher 2 ans pour un malentendu? J'ai répondu pour la première fois depuis des jours, ce n'était pas un malentendu. Tu l'as choisi lui plutôt que moi. C'était clair. Elle a répliqué, je ne l'ai jamais choisi. Tu transformes ça en quelque chose que ce n'est pas. J'ai dit, tu m'as demandé de ne pas m'asseoir avec toi au dîner parce qu'il était mal à l'aise. C'est un choix. Elle n'a pas répondu pendant 1 heure. Puis, très bien. Si tu veux être mesquin, sois-le, mais tu vas le regretter. Ce vendredi-là, j'ai reçu un appel du propriétaire. Léa avait demandé à retirer mon nom du bail plus tôt que prévu. Elle voulait que je ne sois plus sur le contrat à la fin du mois. J'ai dit au propriétaire que j'avais déjà accepté de couvrir ma part jusqu'à la fin du bail, mais que je n'avais aucune intention de rester. Il a dit qu'il s'occuperait de la paperasse. J'ai demandé si elle pouvait assumer le loyer toute seule. Il a marqué une pause. C'est son problème, plus le mien. J'ai raccroché. Chloé m'a encore envoyé un message, Léa raconte à tout le monde que tu l'as abandonnée, que tu es parti sans prévenir et qu'elle se retrouve avec un loyer qu'elle ne peut pas payer. J'ai envoyé à Chloé les captures d'écran, la demande pour le dîner, les mois de messages où j'essayais de parler de Hugo. La nuit où je lui ai dit que je partais et pourquoi. Chloé les a lus. Ouais, elle ment. Je vais rétablir la vérité. Le samedi, la moitié du groupe connaissait la vérité. L'autre moitié s'en fichait. Le groupe WhatsApp est mort définitivement. Plus personne n'organisait rien. Hugo a arrêté de venir aux soirées. Léa a arrêté de poster. 2 mois plus tard, j'ai appris par Julien que Léa avait quitté l'appartement. Elle ne pouvait pas payer le loyer seule. Elle était retournée vivre chez ses parents à 1 heure de Lyon. Hugo, apparemment, avait commencé à sortir avec quelqu'un d'autre, une femme rencontrée au travail. C'était déjà sérieux entre eux. Quand j'ai demandé à Julien comment Léa l'avait pris, il a dit, pas très bien. Elle l'a beaucoup appelé. Il a fini par la bloquer. Chloé m'a donné plus de détails. Léa avait essayé de se remettre avec Hugo après mon départ. Elle lui avait dit que rompre avec moi était la preuve qu'elle tenait encore à lui. Hugo lui avait ri au nez, lui disant qu'elle avait tout mal interprété, qu'il n'avait été amical que parce qu'ils avaient des amis communs, et qu'il n'avait jamais eu de sentiments pour elle au-delà de leur courte relation d'il y a 2 ans. Elle aurait pleuré devant lui dans un café. Il l'avait laissée là. Le groupe d'amis ne s'en est jamais remis. Certains sont restés en contact avec moi, d'autres avec elle. La plupart ont simplement tracé leur route. J'ai entendu dire qu'elle avait essayé de contacter la nouvelle copine de Hugo à un moment donné pour la mettre en garde contre lui. La copine l'a bloquée. Léa a posté des citations tristes et vagues sur les réseaux sociaux pendant un temps. Puis elle a tout supprimé et a disparu des écrans. Je ne me sentais pas vengé. Je n'éprouvais aucune autosatisfaction. Je me sentais juste libre. J'avais passé 3 mois à m'effacer, à avaler mon malaise, à essayer d'être le petit ami compréhensif. Et au final, la personne qui était censée me choisir m'avait demandé de disparaître. Alors, c'est ce que j'ai fait. Et je n'ai pas regardé en arrière. Conclusion. Manger en paix. 6 mois après mon départ, j'étais assis dans mon nouvel appartement avec une plus belle vue, buvant un café un dimanche matin. Mon téléphone a vibré. Un message d'un numéro inconnu. J'ai failli le supprimer. Puis j'ai vu la première ligne, je sais que je ne mérite pas de réponse, mais j'ai besoin que tu saches que je suis désolé. C'était Léa. J'ai lu la suite. Elle disait qu'elle suivait une thérapie. Qu'elle avait réalisé à quel point elle avait mal géré la situation. Qu'elle comprenait maintenant pourquoi j'étais parti.
Elle disait que Hugo n'avait jamais été intéressé par elle et qu'elle avait couru après un fantasme tout en ignorant la vraie relation qu'elle avait sous les yeux. Elle disait qu'elle ne s'attendait pas à ce que je lui pardonne. Elle voulait juste que je sache qu'elle avait enfin compris. J'ai fixé le message pendant un long moment. Puis j'ai tapé une réponse courte, j'apprécie que tu me dises ça. J'espère que la thérapie t'aidera. Prends soin de toi. J'ai cliqué sur envoyer. Elle n'a pas répondu. Je ne m'y attendais pas. J'ai supprimé la conversation et j'ai fini mon café. Antoine m'a demandé une fois si je regrettais la façon dont j'avais géré ça, si j'aurais aimé essayer davantage, mieux communiquer, lui donner une autre chance. Je lui ai dit que non. J'avais essayé pendant 3 mois. J'avais communiqué. J'avais ravalé mon malaise et ma dignité pour essayer d'être au-dessus de tout ça. Et à la fin, elle m'avait demandé de rester à la maison pour que son ex puisse manger en paix. Ce n'était pas un problème de communication. C'était un choix. Je n'avais pas besoin de me battre pour quelqu'un qui ne voyait pas ma valeur. Je n'avais pas besoin d'expliquer pourquoi je méritais un respect de base. J'avais juste besoin de partir. Alors, je l'ai fait. J'ai fait mes cartons, je suis parti et j'ai construit une vie où je n'ai pas à me battre pour avoir ma place à table. Où je ne suis pas une option, où je ne suis pas un inconvénient. Certains m'ont trouvé froid. D'autres ont dit que j'aurais dû faire plus d'efforts. Mais je connais la vérité. Le respect ne se réclame pas. La dignité ne se négocie pas. Et quand quelqu'un vous montre que vous n'êtes pas une priorité, la chose la plus saine à faire est de le croire. Et ensuite, de se choisir soi-même. Je ne suis jamais retourné dans ce groupe d'amis. Je n'ai plus jamais recontacté Léa. Je ne me suis jamais demandé ce qui se serait passé si j'étais resté, parce que je le savais déjà. J'aurais continué à m'effacer, à disparaître, à m'asseoir à des tables séparées pendant que quelqu'un d'autre prenait ma place. Et ce n'était pas une vie que j'étais prêt à mener. Maintenant, quand je m'assieds pour dîner, je m'assieds où je veux. Je ris quand je veux. Je me présente tel que je suis, pas comme le plan de secours de quelqu'un. Et si jamais quelqu'un me demande de me faire tout petit pour le confort d'un autre, je sais exactement ce que je ferai. Je dirai d'accord, je ferai mes cartons et je les laisserai avec l'appartement vide qu'ils ont choisi, car si certains silences déclenchent des guerres, mon respect de moi-même m'a acheté la paix.